Bonsoir. Quelques mots de ce G7. Regardez évidemment les images là, de la photo de famille qu'on a sous les yeux. On notait tout à l'heure les scènes de courtisanerie. Alors, rarement, alors évidemment, il y a un personnage, le roi soleil de l'affaire, c'est Trump. C'est-à-dire, mais même qui le critique parfois, veulent absolument la minute de plus, le rendez-vous de plus, la soirée de plus avec le président américain. C'est qui c'est le patron, hein. Vous savez, c'est un sujet assez simple, hein. Donc, soit on est opposant au patron, soit on se rend compte qu'on ne peut pas faire sans. Alors, le patron, c'est les États-Unis, il en est le président. Notez que sur cette photo, il y a des intrus. Et qu'un est très important, Narendra Modi, notre principal acheteur militaire, hein, le plus grand allié de la France dans la zone Indo-Pacifique. Beaucoup de rafales. Le plus grand nombre de rafales vendues, et encore quelques-uns qui viennent, mais pas seulement. La plus grande puissance démographique du monde désormais devant la Chine, et il y a un manquant, le chinois. Il y a un alternatif, le Kenyan qui remplace le Sud-Africain, parce qu'autrement, la relation avec les États-Unis en aurait été plus difficile. Enfin, on voit bien qu'il y a une sorte de réorganisation du monde et que ça fait longtemps qu'ils sont plus 7. Mais beaucoup plus. Alors, on est entre le G7, le G20. Il y a le manquant absolu, puisque lui, il est puni, c'est Vladimir Poutine. Et donc, toute la difficulté de cette configuration née des années 70, dans l'illusion de la globalisation heureuse et de ce moment magnifique qui était le commerce allait régler l'intégralité des problèmes du monde et qu'on pouvait avoir le capitalisme sans la démocratie, c'est ce qui est la démonstration qui est faite. Et quand il y en a un qui décide d'être trop guerrier, eh bien, soit il est puni, soit il est flatté. Là, nous sommes dans la phase flatterie. Regardez la Mertz, par exemple, qui offre le maillot. Alors, chacun y va de son petit coin. Alors, c'est pas le stade boîte au chocolat ou fleurs, hein. C'est le maillot. Ensuite, évidemment, la France a tout fait pour le garder un petit peu à Versailles. 47. Oui, 47e. Tout ce qui va bien. Trump, 47. Oui, bien sûr. Ça fait partie. Voilà, il y a la montre en or pour les Suisses, cher Darius. Chacun s'adapte à ses besoins. Et Versailles, ça a l'air de pas trop mal marcher. Donc, l'important, c'est le résultat. La réelle politique, c'est pas la forme. C'est qu'est-ce qu'on gagne à la fin. Et ce sera Versailles, évidemment. Là aussi, pour Trump, évidemment, pour le retenir. Et cette bonne politique, ça marche comme ça. Ah bien sûr. Tout ça marche comme ça. Et après, on l'analyse avec des pudeurs de jeunes filles. Et qu'est-ce qu'on aurait dit si Trump avait fait comme au Canada en disant je me tire et je ne discute de rien. Là, ça permet à Volodymyr Zelensky d'être présent à plusieurs reprises, de rester un peu plus longtemps, d'avoir un moment, une aparté avec le président Trump, avec les photos de la cathédrale de la Dormition détruite volontairement probablement par les Russes. Bref, de pousser l'avantage, parce que le petit pousset du G7, c'est quand même Zelensky dans cette affaire, qui profite de la fin de l'opération iranienne en revenant sur... il y a aussi un sujet à traiter, et l'autre éléphant dans la pièce, c'est l'Ukraine. L'accord avec l'Iran, on a les précisions, ce sera vendredi. Seront présents par exemple du côté américain certainement Vance, certainement Witkoff, et du côté iranien Galibaf, président du Parlement en particulier. On est là dans la région de Lucerne, ouais, c'est très vert, c'est très très beau. Et est-ce que ce sera le triomphe des Iraniens ? Je ne crois pas. Je pense qu'ils vont faire en sorte, parce qu'il y a des enjeux pour eux de plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars, à cet endroit-là, non. En Iran, la propagande va nous expliquer que le grand Satan a été abattu, etc. Non, c'est un désastre pour Benjamin Netanyahou, ça c'est sûr. Là, il y a une sorte d'unanimité, y compris en Israël, pour dire, alors là, vraiment, lui a perdu dans cette affaire beaucoup. Les Iraniens et les Américains vont être les grands gagnants. Alors, en n'étant pas perdants, les Iraniens ont gagné. En étant les égaux des Américains à la signature, ils nous refont... alors, c'est même pas le JCPOA, l'accord de Vienne, hein. Là, on est dans un protocole en vue d'un mémorandum qui pourrait se traduire par un accord. C'est une matrioshka, des poupées russes, hein. On prend un bout de truc. À l'intérieur, il y en a un deuxième qu'on va négocier d'ici 2 mois. Puis il y en a un troisième qui aboutira un jour avec les autres sujets qui fâchent. En attendant, le détroit est rouvert, doucement mais réellement. Il y a l'option, évidemment, de la partie qui va permettre
de déminer avec des équipements américains qui ne sont plus là puisqu'ils les ont envoyés à la casse juste quelques semaines avant, où là effectivement tout le monde a intérêt à un déminage intelligent, et puis il va y avoir le débat sur le nucléaire, où là on revient à un des accords qui existait en 2013, c'est-à-dire le fait que les Russes diluent dans la centrale de Boucher, qui est gérée par eux et sur laquelle ils sont tous revenus, d'après ce qu'on me dit, afin de procéder à... effectivement, l'uranium ne quitterait pas l'Iran, mais serait quand même dilué en Iran, mais sous contrôle russe, avec une mission de l'AIEA. Bref, retour à 15 ans en arrière. La bonne santé de la bourse américaine. Trump se vante là tout à l'heure au G7, il dit regardez la bourse, et la réalité lui donne raison. Regardez la courbe du S&P 500 où on voit les principales valeurs américaines. C'est ça, c'est son mandat, hein, c'est la suite de son mandat, à part l'accident de l'annonce des droits de douane en avril 2025. Ça flambe et ça reflambe à nouveau. Pour lui, la réalité en grande partie, c'est ça. Il est en train de doper son économie. Oui, alors ça, c'est l'économie virtuelle. C'est l'économie de façade, c'est l'économie spéculative. C'est pas la réalité de l'économie réelle. L'économie réelle, elle est toujours largement impactée par post-Hormuz. Et puis, il y a un débat aujourd'hui très important chez les financiers qui sont passés d'une sorte d'optimisme prudent à un pessimisme strident sur toutes les opérations d'augmentation de capital se font désormais parce qu'il va y avoir une correction massive. Et donc, je les écoute, c'est pas ma spécialité. Ne les écoutons pas trop. Hein. Rappelez-vous, après l'affaire des tarifs, ils disaient tous la bourse va s'effondrer, ça va être un désastre. Par ailleurs, le résultat. Par ailleurs, donc, ils n'ont pas eu tout faux. Donc, si, là, ils ont eu tout faux. Là, oui, non, mais il y a eu on pourrait dire qu'à un moment, ils ont eu raison avant que ça. Non, le rebond est une réalité, mais c'est une économie extrêmement spéculative qui règle aucun des problèmes américains, qui sont d'abord l'ampleur du déficit budgétaire et surtout la gestion de la dette, qui est un casse-tête assez curieux, puisqu'il y en a pour des dizaines de milliers de milliards de dollars, à peu près 70 fois la nouvelle fortune d'Elon Musk, et que les principaux financiers autour de Donald Trump ne cachent pas qu'ils espèrent continuer à aspirer l'intégralité des moyens financiers et de l'épargne du monde pour financer et leur propre déficit et la gestion de leur dette à un tarif acceptable. Et c'était un des enjeux aussi de la sortie de crise par Donald Trump, parce que le prix de la dette américaine avait aussi pris un coup derrière les oreilles qui commençait à peser dans le quotidien américain, plus le remboursement des tarifs douaniers auxquels il s'astreint avec beaucoup de mauvaise volonté, puisque ça avait rapporté beaucoup au Trésor public, mais qu'il doit en rembourser pas mal. Donc tout ça est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais disons qu'à ce moment précis, l'économie américaine, l'économie de spéculation américaine, mais c'est aussi un des cadres historiques du fonctionnement de l'économie américaine, effectivement, se porte très bien. Vous parliez des mauvais jours, de mauvaises journées traversées par Netanyahou. Écoutez Trump, qui le critique avec une dureté tout à fait inédite. Alors il dit bien, je soutiens toujours Israël. D'ailleurs, c'est peut-être la meilleure manière de soutenir Israël de son point de vue, mais il tape sur Israël et il dit notamment ce qu'ils font au Liban est inacceptable. Israël combat le Hezbollah depuis trop longtemps et trop de gens meurent. Pas besoin de raser un immeuble à chaque fois que l'on cherche quelqu'un, car il y a beaucoup de gens dans ces immeubles et ils ne font pas tous partie du Hezbollah. Regardons ces images, les images des immeubles détruits. Beyrouth bombardée il y a encore quelques jours, le sud de la ville de Beyrouth. C'est exactement ce que Trump avait dit ne plus vouloir, c'est-à-dire des immeubles entiers détruits. Et il en reparle là. Il y a là, c'est pas un renversement d'alliance. Il soutient évidemment toujours Israël, mais il considère qu'Israël, on sent une forme de colère contre Netanyahou. Est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle est feinte ? Non, tout est toujours réel chez Donald Trump. Quand il est énervé, il est énervé. Le lendemain, il ne l'est plus. Le jour d'après, il refait la même chose. Lui-même a expliqué qu'il allait intégralement raser l'Iran, et Netanyahou l'a pris au pied de la lettre. Le problème, c'est comme le rappelait très, très bien Lord Palmerston, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. L'intérêt supérieur des États-Unis a divergé de l'intérêt de Benjamin Netanyahou, qui lui avait vendu une guerre rapide, facile et efficace, et qui avait largement sous-estimé l'organisation du dispositif de résilience ou de résistance iranien inventé par M. Jafari, la défense mosaïque, que tout le monde a redécouvert pour l'occasion. Mais je voyais ce matin avec mes collègues, j'étais à l'école militaire, je faisais passer les examens de mes étudiants,
Guignan ce matin, et on m'a ressorti les scénarios noirs de l'armée française publiés l'année dernière, qui sont un groupe de gens qui pensent les guerres à venir. C'est très intéressant parce que c'est ouvert sur des experts, des journalistes, des chercheurs. Et il y avait notamment Hormuz fermé et comment gérer une crise pareille. Et en fait, le drame, comme le disait d'ailleurs Brad Cooper, le chef d'état-major, il dit, mais en fait, on avait parfaitement anticipé que ça puisse être fermé. Oui, mais on n'avait pas anticipé que ça puisse durer aussi longtemps et qu'il puisse résister aussi longtemps. Et en fait, la sous-estimation de l'adversaire a été le problème. Ce qui a amené à ce que cette guerre dure, d'abord pas assez longtemps pour la 12 jours. Là, il y a un accord général, c'est Donald Trump qui s'est arrêté trop tôt pour que ça marche jusqu'au bout. Et on voit bien que l'affaire du nucléaire n'a pas disparu par l'opération du Saint-Esprit. Et puis là, on est dans une guerre qui dure trop longtemps et qui a des effets collatéraux extraordinairement importants, parce que nous, c'est pas terrible, mais les Japonais, les Philippins, les Vietnamiens et les autres, ils ont des problèmes majeurs, y compris Madame Takashi qui est là et qui dit attention, là, je vais remonter mes taux, je suis en train de gérer une crise. Est-ce qu'il peut lâcher Israël? Restons juste sur Israël. Est-ce qu'il peut lâcher Israël d'après vous? Là, il va quand même très très loin. Il est en train de parler de Joulani. Joulani, c'est le dictateur de la Syrie. Alors, il est ex-Al-Qaïda et ex-groupe État islamique. Donc, il a tout dans le genre. Alors, il est très très pro. Ça n'a aucune. Bien sûr. Mais il dit de lui. Alors, c'est pas un boy scout, mais il fait du bon travail et il va jusqu'à dire c'est lui qui pourrait agir au Liban. Alors, c'est d'abord, traditionnellement, la Syrie agit énormément au Liban. Je rappelle qu'elle a occupé le Liban, qu'elle a des... Ah non, ça, on ne peut pas dire, mais il y a eu un moment où nous faisions avec aussi. Il ne faut pas se draper systématiquement. La France n'est pas une vierge effarouchée. La France est allée très loin, même dans le rapport avec le Hezbollah. Mais traditionnellement, les États-Unis n'étaient pas de ce camp-là. Ils étaient 100% pour Israël. Là, le fait qu'il aille si loin dans une forme de soutien à Joulani, est-ce que c'est nouveau? Les États-Unis ont aussi eu des relations très développées avec l'Irak, la Syrie. C'est un État normal. Il n'y a que nous qui pensons que tout se fait selon des règles philosophiques et morales absolues dans un monde parfait. Les États n'ont pas d'ennemis, ils n'ont que des intérêts. Et quand ils ont des intérêts pétroliers, gaziers, l'eau, qui est un sujet absolument indispensable, y compris dans les relations entre le Liban et Israël, est un sujet. Je rappelle que le Liban a fait partie des pays qui ont déclaré la guerre en Israël lors de la création de l'État d'Israël, qu'il y a eu une année d'intermission et que c'est le gouvernement libanais et le Parlement libanais qui a mis fin à l'accord qui pouvait mettre fin à la guerre. Donc je veux dire, tout le monde peut se raconter des tas d'histoires. Le problème dans cette affaire, c'est que le gouvernement libanais doit reprendre le contrôle de son propre territoire qu'il a perdu à 2 reprises. Mais votre conviction à vous, est-ce que ça peut être, même pour le bien d'Israël, au fond, cette conviction de Trump qu'un Proche-Orient avec des monarchies du Golfe très riches, qui payent, qui arrosent tout, ils sont en train de payer plein de choses, eh bien ça vaut mieux que le Proche-Orient tel qu'il existait il y a 20 ans. On a eu cette même illusion d'optique au moment où Deng Xiaoping nous a vendu le communisme de marché. C'est-à-dire, permettez-nous de nous développer économiquement et un jour le libéralisme viendra, la main cachée du libéralisme viendra arriver. Là, on est en train de faire l'islamisme de marché. Il est probable que ça crée une bourgeoisie, des enjeux. Très bonne formule, islamisme de marché. Oui. C'est un peu ce qu'on est en train de faire, et en Syrie et ailleurs, et avec les Qataris qui, sur les points de vue de la rigueur et de la manière dont ils avaient eux-mêmes financé pendant longtemps des organisations de type frères musulmans. Ils jouent double jeu, triple jeu? Mais ils jouent leur jeu. Il n'y a que nous qui pensons que c'est double ou triple. Ils jouent leur jeu. C'est quoi les intérêts du Qatar? Survivre, petit État, petite armée, entouré de gens qui veulent tous les bouffer parce qu'ils ont du gaz. Bahreïn avait le même problème pendant un temps, et d'ailleurs il y a eu une guerre entre les deux. Le contrôle du détroit, c'est aussi une guerre contre les Émirats arabes unis. Un jour avant qu'ils deviennent indépendants, l'Iran, du Shah d'Iran, récupère 3 îles qui permettent le contrôle du détroit. On n'est pas obligé de redécouvrir la géographie tous les jours. Il y a un bon vieux Malay Isaac des années 30 qui sont les empires centraux, les enjeux, les points d'achoppement. Je veux dire, on n'a rien inventé. Voilà. Donc, il n'y a pas de surprise particulière dans ce qui est en train de se passer. Et le président Trump, par contre, il a, dans cette affaire, ce que je racontais d'ailleurs dans le livre sur Donald Trump, c'est qu'il a un mode organisationnel où, au lieu de tout cacher et de vous expliquer que du début à la fin, il n'a pas bougé un iota, vous avez, minute par minute, voire seconde par seconde, toutes les hésitations, tergiversations, digressions, divagations parfois, et provocations de Donald Trump. Là, aujourd'hui, c'est
Bibi m'énerve, donc je le dis. Zelensky m'a montré les photos de la cathédrale de la Dormition détruite volontairement au lieu historique millénaire de l'orthodoxie. Eh ben, c'est pas bien. Et je lui dis, Vlad, c'est pas bien. Et puis demain, on passera à autre chose parce que le rythme du système, sauf que là, vous le voyez tout le temps. Quand vous analysez 16 000 tweets de Donald Trump, vous avez l'impression d'être dans un fouillis gigantesque. Et pourtant, quand vous regardez le début et la fin, c'est un joueur de poker menteur. Il a plus de jetons à la fin qu'au début. Et donc, il faut toujours attendre la fin pour pouvoir dire c'était bien, c'était mal, ça a marché, ça n'a pas marché. Disons que du point de vue de l'objectif initial, effondrement du régime iranien, c'est un désastre pour Benjamin Netanyahou. Du point de vue désarmement du régime iranien, c'est pas très clair. En tout cas, sur les missiles et les drones, il n'y a désormais plus rien dans ce que j'ai cru comprendre du contenu de l'accord que nous aurons peut-être visuellement dans les heures ou les jours qui viennent, d'après M. Vance, le vice-président américain. Et du point de vue du nucléaire, on revient à l'accord de Vienne. Et je renvoie d'ailleurs les téléspectateurs à une interview très intéressante de Yossi Cohen, l'ancien patron du Mossad, qui publie un livre en français après qu'il ait déjà été publié dans d'autres langues, et qui raconte comment le lendemain de l'accord de Vienne, il a été chargé de suivre le patron du nucléaire iranien, éliminé par ailleurs depuis, qui a commencé le lendemain de l'accord de Vienne à chercher par tous les moyens à enrichir plus en contournant l'accord de Vienne, parce que dans cette affaire, et c'est tout le problème, tout le monde ment. La foi de Trump dans l'argent, hein. Tous les personnages qu'on a là, les Qataris, les Émiratis, les Saoudiens, etc., tous ceux que vous appelez l'islamisme du marché, ils considèrent qu'ils vont jouer un rôle très important dans le nouveau Proche-Orient. Écoutez-le, très plein de louanges pour ces gens et pour ce qu'ils vont apporter. Our two countries, how we can make our relationship even better. Well, thank you, my friend. See, when you're that Vous voyez, quand on est aussi riche, on peut parler aussi bas. Je me demandais si quelqu'un arrivait à l'entendre. Quand on est aussi riche, on a une telle assurance qu'on n'a pas besoin de forcer sur la voix. Alain Bouer, vous avez travaillé sur les mots de Trump. Cette séquence est fantastique. C'est le fond de sa pensée. Hein. Ouais. C'est vraiment l'argent, c'est une valeur. Sauf qu'il vous le dit. Ouais. Nous, quand on pense argent, d'abord, nos valeurs, c'est l'argent, c'est sale, c'est pas bien, il faut le cacher, etc. Lui, pas du tout. Lui, il dit la réussite, c'est l'argent. Mais rappelez-vous le discours à l'ONU, où il commence par dire l'escalator est en panne, le prompteur est en panne, le marbre. Non, mais franchement, si moi j'avais construit ce truc. Et en même temps, vous avez tout d'un coup, au milieu d'une sorte de truc un peu lunaire, voilà comment je vais refaire le monde, et d'ailleurs vous n'existez plus, et moi je vais faire ma petite ONU à moi, vous voyez. La réalité de leur influence, on parle beaucoup en ce moment des ingérences, hein. S'il fallait faire une hiérarchie en France, hein, l'ingérence, disons, des Russes, des monarchies du Golfe, des Américains, des Israéliens, il y a une officine israélienne qui est accusée d'avoir attaqué LFI, hein. Qui, dans l'ordre, qui est le plus efficace, qui dépense le plus et le plus efficacement? Ça dépend quel est l'objectif. L'argent. Si l'objectif est d'influer la politique française, c'est pas seulement de dire du mal, de machin au truc. Pour la politique française, le Qatar en 1. Qatar en 1. Ah oui, Qatar en 1. Oui, les États-Unis en 2. Ouais. Vous l'avez vu, quand ils coupent les nouvelles IA d'Anthropique du jour au lendemain, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec nous. Je précise d'ailleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup d'esbroufs sur oui, ils nous ont coupé, c'est une... Non, pas du tout, c'est une représaille. Vous disiez le Qatar, c'est ceux qui payent le mieux et le plus habilement. Ils graissent la pâte très habilement. Ils sont très très forts. Par exemple ? Eh bien, si vous avez rien à faire cet été et que vous décidiez, maintenant que c'est réouvert, d'y aller, on vous dit, vous allez prendre un billet sur une compagnie qatari, et au moment où vous arrivez, vous passez de la classe bétaillère à la première. Ouais. Votre hôtel, la vue sur les poubelles se transforme en vue sur le lagon. Ouais. Vous avez plein de sujets qui permettent de... Mais tout le monde le fait. Eux ont plus de moyens pour bien mieux le faire. Les Américains, c'est plus donnant, pression. Enfin, on est dans on est moins dans la Romanée antique, dans le gros rouge qui tâche, pour revenir à des débats du plateau précédent. Mais et les Russes, c'est plus brutal. Ouais. Et les Israéliens, etc., viennent ensuite seulement. Alors, les Israéliens ont un sujet qui est plutôt défense des intérêts israéliens. Vous nous empêchez d'exposer nos armements que par ailleurs vous achetez en catimini. Si on ne peut pas exposer à Satori ou ailleurs, on le fera dans le salon de l'hôtel machin. Mais par ailleurs, vous ne pouvez pas faire sans nous. Oui. Parce que sur les lasers, sur les drones, sur l'anti-drone, sur le dôme de fer, etc. Donc voilà, il y a vraiment des pays qui sont moins dans l'ingérence
que dans le rapport de force. Et ça n'est pas tout à fait la même chose. D'autres sont plutôt dans la manipulation, la pression, y compris sous faux pavillon, se faisant passer pour quelqu'un qui n'est pas exactement celui qu'il dit être. Voilà. Disons que les plus informés sont les Israéliens. Les plus efficaces sont les Qataris, y compris avec leur statut fiscal, et dans les brutes de décoffrage, vous avez les Américains d'un côté et les Russes de l'autre. Et nous sommes toujours au G7, et les nouvelles continuent d'arriver. On verra dans quelques instants ce qui se passe en Iran, puisque là aussi les choses sont en train de bouger. Père de Jong va nous rejoindre sur ce plateau. Regardez, l'absent très présent à sa façon, c'est Vladimir Poutine et son armée, puisqu'ils ont tiré dans la Manche. La frégate russe Amiral Grigorovitch a tiré des coups de semonce en direction d'un yacht britannique civil. Je vous en prie, entrez, Père de Jong, qui s'était approché à 500 mètres d'elle. L'incident s'est produit au sud de l'île de White, en dehors des eaux territoriales britanniques, rapporte le quotidien britannique Telegraph. Merci de nous rejoindre, Père de Jong. On est là dans une action militaire. On n'est plus du tout, on vient de parler de l'influence des petites enveloppes et des billets d'avion et des agents, etc. Là, c'est quand même du beaucoup plus brutal et technique et militaire. Surtout qu'il y a un mystère quand même. Un yacht, ça se reconnaît. Je veux dire, sur un radar, on sait ce que c'est. On peut identifier le bateau. On sait exactement si c'est un bateau qui est armé, si c'est un bateau rapide, etc. On connaît même la nationalité. L'informatique vous donne ça au fur et à mesure. Donc si les Russes ont tiré des coups de semonce, parce que je ne pense pas qu'ils aient tiré sur le bateau, c'est des coups de semonce. Donc devant, derrière, pour l'arrêter, etc. Donc il s'est passé quelque chose. Et on vient d'avoir la version des Russes. Alors il faut écouter toutes les versions. La Russie affirme qu'un navire de guerre a tiré des coups de semonce, effectivement, car le yacht suivait une trajectoire dangereuse. Après avoir réduit la distance à 150 mètres, le commandant de la frégate a décidé d'ouvrir le feu préventivement sur la trajectoire du navire avec des armes légères. Qu'est-ce que ça veut dire, armes légères ? 20 mm, enfin, l'armement de bord, comme on dit. Oui, enfin, si ça touche le bateau, c'est comme gênant. Ça va faire des trous dans la coque. Oui. Le yacht, surtout un yacht. Le yacht battant pavillon britannique changea alors immédiatement de cap et continua de s'éloigner du navire de guerre russe. Pourquoi pas ? Dire, on voit que vous n'étiez pas dans le yacht, Alain Bauer. Non, justement, comme on n'en sait rien, on n'en sait rien. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe dans la Manche et que c'est aussi une carte postale. D'abord, il n'est pas impossible que la version soit vraisemblable. Je ne dis pas qu'elle est vraie. Menacée. On verra bien. De toute façon, on peut avoir les éléments. Si le yacht avait un transpondeur, on va bien voir les circuits. Tout ça est très surveillé. La Manche est particulièrement surveillée. Donc, on va avoir les versions des uns et des autres qui vont se cumuler. Et ensuite, au cas où ça ne soit pas vrai, c'est une très jolie carte postale du genre on est chez nous. Franchement, on a sous les yeux la taille de ce navire, là, l'amiral Grigorovitch. Le destroyer Cole a été détruit par un petit... Sans doute. Enfin, mais... Dans la Manche, il y a peu... Ces derniers temps, il y a peu de yachts qui s'attaquent à des navires de cette taille, disons. Mais moi, je crois beaucoup aux tensions dans les zones molles. La guerre en Ukraine a provoqué chez les stratèges, de façon générale, le fait que la guerre sur Terre devient impensable à cause des pertes, la capacité des armements, etc. Donc en fait, on va vers des tensions dans les zones molles. Moi, j'en vois trois. La première, c'est l'Arctique, autour du Groenland, c'est évidemment ça, avec la fonte des glaces. La mer de Chine, avec la prééminence chinoise. Et puis, vous avez la mer Baltique. Et encore une fois, revenons sur la géographie. La mer Baltique est connectée à la mer du Nord. La mer du Nord, c'est la Manche. Et la Manche, c'est le passage en Atlantique. Tout ça, c'est une géographie maritime qui est extrêmement importante. Et je pense que progressivement, on ira davantage vers ce genre de tension dans les zones molles, dans lesquelles les eaux internationales, en fait, on peut tout y faire. C'est une zone de non-droit. Donc on peut aller vers des tensions extrêmement importantes. Est-ce que les Russes sont en train de s'énerver ? Il commence à y avoir une espèce d'enchaînement. Il faut rappeler que dimanche, des commandos britanniques avaient pris pour la première fois et arraisonné, toujours dans la Manche, le Smyrtos, pétrolier russe appartenant à la flotte fantôme, soumis à des sanctions européennes. Et tout ça fait suite, et on va venir dans un instant, à tous les bombardements réussis de l'Ukraine à Moscou, à Saint-Pétersbourg, très à l'intérieur de la Russie. Est-ce que Poutine s'énerve ? Non, je crois qu'il répond et il réplique. Ça a toujours été comme ça. Eux, c'est l'escalade pour la désescalade. Donc, ils tapent d'abord et répondent. Là, ils répondent parce que si tant est que l'histoire racontée par la Russie n'était pas vraie, il ne faut pas aller trop vite sur cette affaire. Vous avez une réponse du berger à la bergère limitée à pas grand-chose. Parce qu'on n'a aucune idée des éventuels dégâts sur le yacht en question. S'il a tiré 20 mètres devant, 20 mètres derrière, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà. Par contre, c'est l'indication. La Manche est une zone ouverte et elle est là. Et d'ailleurs, on a eu le passage de plusieurs bâtiments militaires. Les Anglais se sont beaucoup inquiétés de la présence de beaucoup de sous-marins
russes, y compris dans des zones sensibles pour eux, c'est-à-dire là où ils ont leur propre, enfin ce qui reste de leur flotte de sous-marins nucléaires, on sent bien qu'il y a une tension sur la Manche entre Anglais et Russes. Et il y a un côté défi, pardon, parce que quand ce sont des zones très loin dans l'Arctique, on ne sait pas très bien où c'est. Là, c'est sous nos yeux. Vous savez que la version française a décollé plus de 11 fois la semaine dernière, où il y a sur 10 jours. En fait, la menace ou la présence ou la pression qu'exercent les Russes sur les installations européennes d'une façon générale est quasiment constante. C'est un sport national que les Russes pratiquent en permanence. En fait, c'est une manière, d'agacer, de vérifier les conditions des alertes, les temps d'approche des avions. Donc c'est un jeu trouble quand même. Et là, encore une fois, les Russes, ils sont en guerre. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent être capables de, pour calmer le jeu d'une certaine façon, ils sont capables d'aller relativement loin, encore une fois, dans les mesures de rétorsion vis-à-vis de ce genre de bateau. Maintenant, un yacht, c'est quand même un bateau qui est en blanc. J'imagine qu'il y aura une piscine derrière. En tout cas, si c'est un yacht, ça me paraît quand même relativement étrange. Là, regardez, Kiev, qui a frappé la plus grande raffinerie de Moscou. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Il y a des pénuries en Russie. La Russie est en train d'avoir des vrais problèmes. On verra les files d'attente dans un instant. On est là, dans la capitale russe, touché directement par les Ukrainiens. Regardez cette image qui est très spectaculaire. Parce que les Ukrainiens, très intelligemment, ne frappent pas les installations civiles, mais frappent directement de grosses installations industrielles où ça se voit. Ça a été le cas à Saint-Pétersbourg pendant le sommet, là, il y a quelques jours. Là, c'est en Russie. Il y a vraiment un choix permanent de cibles extrêmement visibles qui perturbent beaucoup le narratif russe sur le thème « tout va bien, on progresse ». Là, on est vraiment dans autre chose. Et c'est ça, d'ailleurs, qui inquiète le plus le pouvoir russe. Par ailleurs, il y a désormais des incertitudes sur la gestion de l'économie russe au sens de ses finances. L'orgueil. Rappelez-vous, on est de la génération où un avion, c'était Mathias Rust qui avait atterri à Moscou. Ça paraissait incroyable. Vous avez vu, les soviétiques, on a percé leur... Là, c'est pas un petit avion, c'est des centaines de drones, raffinerie au cœur de Moscou, Saint-Pétersbourg. Pour l'orgueil russe, quand même, ça la fout mal. Oui, surtout qu'en fait, on voit celle-là, mais il y a des centaines de points d'impact, parce que les Russes, quand ils vous donnent les bilans, en fait, on les compare à ce qui est parti et ce qu'ils ont abattu, et il y a désormais 10 à 15% des drones ukrainiens qui passent. Alors, je ne sais pas où ils tombent, mais visiblement, ils tombent quelque part. Et il y a un problème majeur des Russes désormais sur le fait qu'ils ont perdu pour l'instant la guerre des drones dont ils tenaient l'essentiel grâce aux Shahed. Donc les Américains comme les Ukrainiens ont non seulement construit des Shahed inversés, mais réussissent désormais à traverser, à aller de plus en plus loin avec des charges de plus en plus lourdes. Capables de passer les brouillages. Capables de passer les brouillages et de dépasser la défense antiaérienne complète. Et puis il y a le débat de la reconquête qu'ils ont sur leur propre territoire. C'est-à-dire qu'ils regagnent du terrain de manière méthodique. Alors certes, c'est millimétrique ou centimétrique, métrique. Mais en tout cas, on est dans l'inversion des processus habituels. Donc il y a un agacement réel à Moscou. Et puis, il y a une crise financière. Par exemple, on annonce régulièrement la démission de la gouverneure de la Banque centrale, Madame Nabiulova, dont je vous ai dit beaucoup de bien en expliquant à quel point elle avait sauvé le régime russe durant toute cette période de guerre et qui annonce régulièrement qu'elle veut partir. Est-ce que Poutine a peur pour sa vie ? On dit, beaucoup de sources qui rapportent qu'il a été très marqué par la mise à mort de Kadhafi. Les conditions, etc. L'armée française y a un peu contribué. Ben oui, parce qu'en fait, c'était octobre 2011, on n'a pas été très glorieux à ce moment-là. D'ailleurs, l'Afrique nous l'a reproché. Et moi, je considère qu'une partie de la déshérence africaine, enfin de la France en Afrique, le fait qu'on ait été chassé quelque part, et 2011 est une année absolument fatidique. Ouais. On a fait la guerre qu'il ne fallait pas faire. En fait, c'est la guerre en Irak. C'est la guerre en Irak des Américains de 2003. On a reproduit un modèle, c'est l'époque de Sarkozy, c'est une erreur majeure. Et je pense que l'Afrique, on l'a perdu à ce moment-là. Et puis, les conditions, alors les chefs d'État africains ont été extrêmement durs vis-à-vis des Français qui étaient quand même leaders. Alors même si c'était une guerre otanienne, il y avait une résolution des Nations Unies et une guerre otanienne, il y avait les Britanniques, il y avait les Qataris, il y avait du monde. Mais c'est vrai que le président Sarkozy était extrêmement en avant. Et les Russes ont été très choqués par ça. Ils estiment, à tort ou à raison, que là, les Occidentaux ont outrepassé l'endroit et ont fait tomber un changement, enfin, ils ont créé un changement de régime, ils ont tué, ou contribué à faire tuer un dictateur. Bon. Et là, Poutine, maintenant, c'est Khamenei. Donc il se dit, décidément, les Occidentaux, quand ils le veulent, ils tuent. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est une démonstration. Mais Saddam Hussein, c'était exactement la même chose. L'enlèvement de Nicolas Maduro
dans son propre bunker présidentiel, on va dire, plutôt que palais. Oui, les Russes croient que les Américains sont capables de faire ce que les Américains sont capables de faire. Mais les Anglo-Saxons, c'est vrai, ont une capacité à être beaucoup plus violents que les Latins. Vous savez, c'est cette phrase des services de renseignement britanniques qui dit « Who dares win », qui ose gagne. Et c'est vrai que oser y aller, comme on dit, si vous voulez, c'est extrêmement important. Est-ce que vous croyez qu'il pourrait aller jusque-là? C'est-à-dire, si les services britanniques apprennent que les services ukrainiens préparent un coup pour tuer Poutine, est-ce qu'ils peuvent les aider? Alors, tout dépend si ça les arrange à ce moment-là. Le pragmatisme anglo-saxon va fonctionner. C'est possible que oui, possible que non. Par contre, si ça les arrange, je pense qu'ils sont capables de dérouiller sans aucune hésitation. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très pragmatique. À ce point-là, très froid. C'est risqué quand même. Si on ne se fait pas prendre. Ouais. Mais si on se fait prendre, ça fait mauvais genre. Qui ose gagne, ou dares win. C'est toujours la même chose. Pas se faire prendre. Ouais. C'est assez énorme ce que vous dites là. Hein. Vous dire que les services anglais pourraient se dire pourquoi tuer Poutine pourrait être une solution. Les services anglais? Pourquoi pas les services américains? Pourquoi pas les... Enfin, il y a plein de services qui voudraient se débarrasser de Poutine, y compris des gens à l'intérieur des services russes. Le pouvoir russe, il n'est pas monolithique. Il y a des tas de gens qui voudraient se débarrasser de Poutine désormais, y compris parmi ses soi-disant proches. D'ailleurs, c'est pour ça que la question de sa sécurisation atteint un tel degré de paranoïa organisationnelle, c'est qu'il a moins peur de ceux qui viendraient de l'extérieur que de ceux qui viendraient de l'intérieur. Et puis, quoi qu'il en soit, la communication russe finira par dire qu'il avait un cancer, qu'il n'était pas en forme et qu'il est tombé dans l'escalier. Donc là, c'est assez simple. Regardez ces images des Russes qui font la queue pour de l'essence, pour un pays qui est un grand producteur de pétrole. Historiquement, c'est une de leurs mannes financières. Hein. Les Russes doivent faire la queue pour avoir de l'essence. L'essence est rationnée. La Russie en est à supplier certains pays de les aider et de vendre davantage de pétrole. Cette image-là, Alain Boer, elle en dit beaucoup. C'est pas du pétrole, hein. Surtout de l'essence. Raffiné. Oui, voilà. Bien sûr, de l'essence, mais ça en dit beaucoup. C'est le même problème qu'avaient les Chinois avec le pétrole iranien. C'est sa haute qualité et le fait que la quasi-totalité des raffineries chinoises sont formatées pour le pétrole iranien était ce qui a justifié l'intervention inédite de la Chine dans un conflit dont elle se tient. Ou la destruction systématique des raffineries, qui est en fait l'élément essentiel. Quel élément essentiel. D'autant que le pétrole russe est plus lourd, plus vénézuélien, on va dire, que le pétrole iranien. Est-ce que vous croyez que Poutine peut être tenté par l'aventure? Parce que c'est ça la question. C'est, au fond, est-ce qu'il va subir tout ça en se disant, voilà, je peux rien faire, ou est-ce qu'il peut être tenté par l'aventure en touchant l'OTAN? L'OTAN, je n'y crois pas, j'y ai jamais cru en particulier. Par contre, prendre des mesures extrêmement dures sur des pays non membres de l'OTAN, en rappelant ce que étaient les règles de l'accord historique avec Gorbatchev au moment de l'explosion de l'ex-URSS et de la réunification de l'Allemagne, notamment sur les questions centrales qui sont la Géorgie, l'Ukraine et puis la petite enclave Moldave. Non, tout en Transnistrie. Ah oui, Kaliningrad. Kaliningrad, merci. Sont des éléments qui le rappellent de manière régulière. Nous avions un deal, c'est vous qui ne l'avez pas respecté. Donc on peut aussi décider que, la Géorgie, ils l'ont récupéré politiquement, je crois qu'on peut faire une croix dessus. La Moldavie résiste toujours, mais ce n'est pas un enjeu central. Quant à l'Ukraine, ça a toujours été le gros morceau. Zbigniew Brzezinski, qui a été le penseur de la réorganisation du monde, et en Afghanistan et en Ukraine, disait qu'il fallait décoller l'Ukraine de la Russie parce que dans ces cas-là, c'était un empire, alors que s'il était décollé, c'était 2 États, et qu'il fallait sauver la Russie pour éviter qu'elle tombe dans les bras de la Chine, parce que personne n'a bien lu le Brzezinski dans le texte. Et là, il y a un enjeu aujourd'hui qui est l'erreur qui a été faite de pousser les Russes en se servant de leur faiblesse économique et historique. Et puis tout s'est joué en Yougoslavie, notamment dans le bombardement de l'OTAN. 98. La grosse erreur qui est les 72 jours de bombardement de la Serbie, notre allié historique, où là, les Russes ont dit, désormais, tout est fini entre nous, vous ne nous écoutez pas, vous ne nous respectez pas, et donc nous allons entrer en collision. Regardez ce qui va se passer maintenant. Projetons-nous sur les prochaines heures. Trump, et on sera dans quelques instants en direct avec Bastien Auger au G7, Trump sera accueilli à Versailles. Écoutez-le qui se réjouit de ça. Alors, Trump est très sensible à ça, est très sensible au faste de la péninsule arabique, comme on voyait tout à l'heure. Il est encore plus sensible peut-être au faste de Versailles. Je suis fan des lieux magnifiques. Et lorsque je suis parti dans l'après-midi, le président français, qui se trouve être quelqu'un de très sympathique, m'a invité à Versailles. Et Versailles, ce n'est pas simplement une feuille d'or. C'est vraiment quelque chose.
Voilà, ça c'est un coup très bien joué de la part d'Emmanuel Macron de préparer ça à Versailles. Ce qu'il a déjà fait une première fois en 2003, si je m'abuse, avec Poutine. Oui, 2017. 2005, ça n'avait pas très bien fonctionné au passage. Hein. Ouais. Poutine avait été hermétique en fait avec la faste versaillaise. Je pense que Trump va être davantage sensible aux dorures et comment dire la saison s'y prête, etc. Donc c'est vrai que c'est un bon coup et c'est vrai que la séquence qui se joue aujourd'hui, c'est une séquence qui est vraiment favorable au président Macron. Entre le G7 à Évian, les annonces de Trump n'est pas parti parce que rappelez-vous que le dernier G7 il est parti l'avant-veille et là il termine la séquence avec alors il va pas y aller, mais avec la signature de l'accord. Et puis le deuxième point, le fait d'aller à Versailles, c'est quand même une réussite finale. Donc c'est vrai, la France se retrouve, je dirais, réintroduite dans le jeu international, en tout cas reconnue par les États-Unis. Je pense que le président Macron doit être satisfait de ça aujourd'hui. Rappelons l'histoire. Hein. De Gaulle, Kennedy, juin, c'est souvent en juin, il fait beau en juin à Versailles. De Gaulle, Kennedy en juin 61. Reagan et Mitterrand, c'était un G7 d'ailleurs complet en juin 82. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, c'était en 2017. Première grande invitation. Hein. À chaque fois, la Galerie des Glaces, ça marche. Bah oui, c'est fait pour. Et Louis XIV n'a pas construit Versailles uniquement pour avoir un grand appartement. Il fallait le faste, le luxe et le pouvoir. La puissance, c'est ça. Et ça marche bien. Je pense qu'avec Vladimir Poutine, c'est pas exactement le problème de Versailles qui se posait, mais autre chose. C'était les incohérences des postures nationales, avec, sans. Enfin, on a d'ailleurs vécu ça. Plusieurs présidents 2017, c'était le moment. Se sont heurtés. Le seul qui a réussi à parler de Poutine dans le texte, c'était Jacques Chirac. Oui, absolument. Honnêtement, je veux dire la vérité. Hein, Vous connaissez le seul chez qui ça n'est pas pris ? C'était le doge de Gênes, comme toutes les petites républiques, il n'était pas impressionné, et il dit en dialecte génois, on lui demande qu'est-ce qui vous a étonné ici, et il dit qui moi ici, de me voir ici, parce que j'ai pas aimé ça, quoi, de me faire humilier, de me faire voilà. Mais enfin, ça a marché sur tous les autres. C'est l'effet de cour, mais enfin par ailleurs, quand il était à la maison, quand on visite les appartements du doge de Venise, il n'habitait pas un F4 en banlieue. Donc non, je crois qu'il y a un enjeu majeur, et après, il faut comprendre. Quand on défend un État et qu'il a des intérêts, que ce soit sur les tarifs, sur les vins, de récupérer la connexion avec l'IA, de ne pas être totalement largué, de se rendre compte que on vend assez peu de Rafale en Europe et que les autres achètent du F-35, qu'on veut exister au sein de nouvelles coalitions, qu'on vient aujourd'hui, enfin, pour la première fois, grâce à une annonce assez étonnante dont personne n'a parlé. Je suis très frappé de Sébastien Lecornu disant « Désormais, dans quelques mois, nous ne serons plus dépendants du monstre américain Palantir, par ailleurs très efficace, et nous avons enfin réussi, au bout de nombreuses années, à avoir notre propre outil de renseignement souverain, et que d'ailleurs nous commençons à vendre à d'autres Européens qui ont les mêmes problèmes que nous. Il y a encore de la ressource. Et alors si le passage à Versailles peut permettre de gagner du temps, d'éviter des tensions inutiles et de résoudre quelques petits problèmes d'importation d'un côté, de connexion de l'autre et d'exportation, tout est bon. Il y a trois pays qui font ça très bien, c'est la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. Vous allez chez les Allemands, ça n'existe pas, c'est impensable, Vous allez, pour eux, c'est pas possible. Des pays nordiques, ce genre d'événement, c'est inimaginable. Et nous, les Italiens le font aussi, et les Britanniques le font aussi. C'est les trois, et on le fait, et ça fonctionne, parce que je pense que le fait d'honorer un autre, le fait qu'on honore le personnage, je pense qu'il est satisfait, ça crée des liens, et par la force des choses, c'est plutôt bon pour tout le monde. Donc, encore une fois, on ne peut pas le reprocher à la France d'avoir ce cadre majestueux à proposer à Trump. Qu'est-ce que Trump peut céder ou non ? Trump, souvent, il est bien traité. Rappelez-vous Notre-Dame. Hein. Il avait été charmant à Notre-Dame, et il envoie un SMS vachard dès qu'il monte dans l'avion, juste après. Attendons après-demain. C'est ça. Parce c'est pas impensable. À la fin de la quasi-totalité des menaces émises à l'encontre de la France par Donald Trump n'ont pas été mises en œuvre. Voilà. C'est bon signe. On ne sait pas, mais je veux dire par là, regarde, c'est toujours comme ça. Nous sommes fascinés, et c'est un peu le problème de l'actualité, par les événements, le rythme des événements. Avec Trump, c'est un rythme infernal. Les déclarations. Infernal, les trusts sociales, machin. Mais en fait, à la fin de la fin, il y a des négociateurs, il y a des gens qui discutent, il y a des gens qui papotent, qui font des échanges, qui font de la diplomatie, comme avec les Iraniens. Je vais passer
un certain temps chez Ardarius à venir ici en disant mais les négociations continuent, elles n'ont jamais été interrompues. Il y a 60 négociateurs à Oman. Quand ils ne sont pas à Oman, ils sont à Islamabad. Tout le monde continue à travailler. L'accord se construit. C'est comme le JCPOA, il a fallu 10 ans. 5 ans. En tout cas, 5 ans durs. Enfin, 5 ans durs, mais ça a duré. Voilà, j'en discutais l'autre jour avec une partie des négociateurs du JCPOA. Ça a été très long, ce n'était pas le meilleur accord possible. Mais on a accouché d'un accord. On est en train de refaire la même chose. Donc tout se discute tout le temps et tout est bon à prendre. L'important, c'est quels sont les intérêts français dans cette affaire. Accessoirement, les intérêts européens. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, nous sommes plus dans la défense de nos intérêts que des Européens, puisque les Européens n'ont pas les mêmes intérêts que nous et qui sont beaucoup plus dépendants des États-Unis. Rendons grâce aux... Tous les Allemands viennent de le démontrer avec le SCAF et avec le char. Oui, alors le SCAF, on n'y est pas pour rien. Oui, enfin bon. Il faut assumer. L'avion franco-allemand, il était mort-né. On l'a dit ici d'ailleurs à plusieurs reprises. Maintenant, c'est acté. L'important, c'est drone. C'est quel avion du futur et dans quelles conditions. C'est quel lance-roquette multiple du futur et dans quelles conditions. C'est quel IA du futur et dans quelles conditions. Et donc là, on est revenu dans le dur du dur. Et puis, par ailleurs, il y a le fonctionnement désastreux des services publics français par rapport à leurs propres citoyens, qui n'est pas un sujet secondaire. Parce que quand nous, on pense global, il faut aussi se rendre compte de ce qui se passe en bas de chez nous et devant les tribunaux tous les lundis. Vos livres, hein, Alain Boer, c'est La vérité sur le système Epstein, c'est chez First Edition. Et vous, Colonel Père de Jong, livre que je recommande aussi, c'est Out of Africa, chronique du divorce franco-africain. Merci. Vous l'avez déjà lu? Oui, je l'ai reçu. Vous êtes J'ai commencé. Bah non. On se lit réciproquement. C'est très bien. Oui. Écoutez, Bastien Auger, puisque Bastien Auger, pendant que nous parlons, eh bien, les choses